Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Partenaires de Voix. Cette année encore, nous vous proposons d'aller à la découverte du groupe Impérial, de ses projets et de ses talents. Nous fêtons d'ailleurs à travers leur voix une année particulière, celle de nos 150 ans. Nous sommes ravis de vous proposer ces moments d'échange à la rencontre des hommes et des femmes qui, par leur métier et leur talent au sein de notre mutuelle, se mettent au service de la transformation. Tous agissent concrètement à leur manière comme partenaires de vie de nos adhérents. Ainsi, ensemble, nous apprendrons à nous connaître et ferons connaître, malgré la distance, les 1001 talents qui, chaque jour, contribuent à faire bouger le monde de la santé. Je suis Axeline Rogier, responsable de la communication interne et de la marque employeur au sein du groupe Impérial, et j'accueille aujourd'hui au micro de Partenaires de Voix, non pas une, mais 3 personnes. Il s'agit de Biwenion Afomacé, Célia Perilla-Botonnet et Élodie Trigalou, et ils représentent à eux trois le pôle fonction publique de prévention plurielle, la mutuelle du groupe Impérial dédiée à la prévention. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour Bonjour. Bonjour Axeline. Axeline. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast, et le premier d'ailleurs sous ce format un peu particulier, format table ronde. Donc merci beaucoup à tous les trois de nous accorder ce temps pour nous partager votre parcours, qui sont assez singuliers, on va le voir. Et je suis sûre que nos auditeurs vont prendre beaucoup de plaisir à les découvrir. Donc déjà, pour commencer, pouvez-vous chacun me résumer en quelques mots votre parcours, qui vous êtes et comment vous êtes arrivé chez Impérial? Célia, je te laisse commencer. Moi, j'ai la casquette un petit peu plus nutrition de l'équipe. J'ai fait un BTS diététique, donc je suis diététicienne de base, donc on apprend un petit peu plus la physiopathologie du corps humain, ce qui marche pas au niveau des maladies, maladies cardiovasculaires, maladies hépatiques et ce qu'on peut adapter par rapport à l'alimentation derrière et aussi toutes les maladies psychologiques, notamment troubles du comportement alimentaire ou dépression. J'ai fait une formation aussi en éducation thérapeutique du patient. Donc là, on apprend beaucoup plus, l'écoute active et c'est par le biais de mes stages, en BTS diététique où on fait quand même pas mal de stages en hôpitaux, que j'ai compris que la prévention santé, c'était quand même super important, qu'on en avait tous besoin et que d'aider son prochain, c'était quand même sympa comme métier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer et j'ai fait une école d'ingénieur en alimentation santé à Unilassal et j'ai fait en fait 3 années en alternance que j'ai fait par, Impérial. Les 3 années, c'est ça. J'ai commencé par Impérial et puis Prévention Plurielle s'est créée par ce même temps et du coup, bah, après j'ai été chez Prévention Plurielle et j'ai fait en fait mes 3 années en prévention santé, totalement et puis après, j'ai fini mes études il y a 1 an et demi et j'ai continué du coup, chez Prévention Plurielle, en tant que chef de projet prévention santé. Merci Célia. Et toi, Élodie? Pour ma part, du coup, j'ai commencé vraiment hors santé, pas du tout dans ce domaine-là, puisque j'ai fait une licence, en géographie. Donc pas du tout, dans ce domaine-là de la prévention, même au départ. J'ai commencé après enfin, j'ai suivi par un master, là, pour le coup, en santé, donc plutôt géographie de la santé. Donc je suis restée dans la géographie, mais orientée santé. Donc c'est vraiment, finalement, tout ce qui tourne autour de l'analyse du territoire, l'offre de santé, les déserts médicaux, vraiment toute une analyse autour, de la santé et c'est à partir de là, justement, que ça m'a vraiment intéressée, la prévention, la santé, notamment la santé publique, pour le coup et j'ai décidé, de faire un autre master, après ça sur, la santé publique et c'est là vraiment où je suis rentrée dans la prévention, dans vraiment, tout ce qui touchait au champ du bien-être, de la santé en général de la population, du public et à la fin de tout ce cursus-là, je suis, rentrée, dans l'addiction, enfin une association Addiction France, où j'ai commencé à travailler justement dans le domaine de la santé, mais spécifique, addictologie et j'ai appris justement, à aborder un petit peu de la prévention, mais par l'axe, purement de l'addictologie, autour de la consommation de produits, de la prise de risque, autour des consommations et je suis arrivée petit à petit, au bout d'à peu près, 5 ans et demi, justement à Impérial en tant que, bah, du coup, chef de projet prévention et là, j'ai axé plutôt sur un domaine plus large en termes de santé publique puisqu'on aborde, au sein de la mutuelle, différents axes, de la santé beaucoup plus large que l'addiction. Mais finalement, j'y apporte et on le verra peut-être, plus tard, ma petite bille, aussi en fonction des domaines et des demandes, des adhérents. Merci Élodie. Donc une deuxième, effectivement une deuxième spécialité après la nutrition, l'addiction
Et donc, Bioignon. J'ai 31 ans, médecin généraliste de formation, depuis peu responsable du pôle fonction publique chez Prévention Plurielle. Bravo. Donc, quelque chose que j'ai identifié assez tôt dans mon parcours, dans l'exercice de mon métier, de médecin généraliste, c'était le besoin d'éducation à la santé et j'ai vite fait ce choix-là de m'orienter vers la santé publique, où j'ai fait un master en santé publique, orienté prévention, promotion de la santé, éducation à la santé. Et pendant ce master-là, j'ai commencé à me questionner sur, bah, du coup, j'ai envie de faire de la prévention, de l'éducation à la santé, mais quoi plus précisément? Et je suis tombé, je ne sais plus où, sur un chiffre qui disait qu'1 € investi en prévention, c'était à peu près 4 € gagnés dans le soin. Double gain à la fois pour la santé publique et pour les finances publiques. Donc j'ai commencé à creuser le sujet et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la prévention, aux enjeux de la prévention dans les mutuelles et c'est comme ça que je suis tombé sur le, projet Prévention Plurielle qui était, plus ou moins à ses débuts. J'ai été assez, séduit par le principe. C'était la première mutuelle entièrement dédiée à la prévention en France. Donc j'ai rejoint ce navire-là depuis bientôt 3 ans. Donc je crois que vous êtes, tous les 3 à la bonne place chez Prévention Plurielle et du coup, tu as commencé à le dire, Bioignon, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Prévention Plurielle et peut-être plus, vous, dans le quotidien? Le rôle de Prévention Plurielle aujourd'hui, je pense que je peux le scinder en 2 axes. Donc le premier axe, ça va être, identifier tout ce qui est risque de santé, pathologie et besoins en matière de prévention santé des adhérents, donc c'est des agents de la fonction publique, d'État et territoriale. Donc d'État, ça va être le ministère de l'Intérieur, de la Justice. La fonction publique territoriale, ça va être, tout ce qui est conseils départementaux, mairies et cetera. Et le deuxième axe, ça va être plutôt le développement et le déploiement de solutions adaptées à ces agents-là, qui va prendre la forme d'actions de sensibilisation, d'information, de prévention santé. Et sur le plan opérationnel, ça va être à la fois des actions sur le terrain, mais aussi du digital, de l'éducation à la santé en ligne, de la production de contenu, des livrets, des podcasts, des vidéos, des articles, etc. Voilà. Et quels sont les obstacles auxquels vous faites face, dans votre quotidien pour sensibiliser à l'importance de la prévention, justement? Alors, on peut faire face à plusieurs obstacles, mais bon, éternel optimiste que je suis et positiviste que je suis, en général, j'aime plutôt me pencher sur les points positifs, les points encourageants. Et pour moi, le premier point encourageant, c'est des agents publics qui sont demandeurs d'actions de prévention santé et qui sont aussi ouverts à d'autres approches, à d'autres types de contenus pas, à la santé traditionnelle telle qu'on la connaît, mais du coup sous différents formats. Ils sont prêts à, tester, différents outils, que ce soit les interventions non médicamenteuses, que ce soit de la sophrologie, que ce soit se concentrer plus, sur, les différents facteurs de santé sur lesquels ils peuvent agir. Je dirais qu'aussi en tant qu'obstacle, on a beaucoup les idées reçues. C'est pour ça aussi que tout ce qui est marketing et communication, ça aide beaucoup à, faire passer ces idées reçues, à les briser et à changer un petit peu leur vision des choses. Tu parlais des adhérents qui étaient très demandeurs des ateliers, mais parfois on a des thématiques qui sont un petit peu bizarres dès qu'on en parle. Par exemple, la sophrologie, qui est quand même, une thématique super importante, notamment sur le stress et le sommeil. Parfois, sur certaines structures, on va parler de améliorer son sommeil au quotidien, gérer son stress par la respiration, plutôt que sophrologie, alors qu'au final, c'est la même chose. Mais en fait, c'est ce système de marketing et de communication, de changer un petit peu les discours pour faire passer un petit peu le même message, leur faire découvrir une nouvelle thématique de santé, mais pour autant, quand même qu'ils puissent adhérer sans pour autant se dire: «C'est de la sophrologie, c'est un peu spécial». Voilà, et ça se retrouve sur, tous les terrains, notamment même Elodie, tu peux en parler par rapport aux addictions. Parfois, rien que le fait de changer le thème, le sujet, le titre de l'atelier, ça va faire venir plus ou moins d'adhérents, sur l'atelier. Mmh. Et je rajouterais même juste, aussi la peur des fois, ça peut faire peur parce que tout simplement ils ne connaissent pas encore une fois. C'est l'intitulé effectivement qui va être très important et en reformulant, en leur présentant autrement l'atelier, la thématique proposée, là ils vont peut-être avoir, justement moins peur et se lancer, oser le faire. Alors qu'en temps normal, ils n'auraient pas osé le faire, si on leur avait proposé de but en blanc, la sophrologie parce qu'ils ne connaissent pas ou encore une fois par exemple l'addiction qui aujourd'hui fait encore, c'est un vrai frein
On le fait aujourd'hui, on le présente, il y a des structures qui sont en demande, mais ça reste très limité et des fois, il faut vraiment tourner, l'intitulé ou la thématique d'une façon à ce qu'on présente ça, d'une façon beaucoup plus légère et qu'ils ne se sentent pas ciblés par une quelconque consommation, par exemple, de leurs propres produits ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment présenté autrement pour qu'ils puissent, se lancer et oser le faire surtout. Mmh. Je vais rajouter un petit point, c'est le fait que la prévention peut paraître un peu abstrait pour certaines personnes, parce qu'on dit prévention, donc ça veut dire qu'on a des résultats qui ne sont pas immédiats, qui seront au long cours. Et l'être humain est de nature assez pressé. Et on est dans une époque aussi où on a quand même beaucoup de choses à portée de main, là, tout de suite. Donc, imaginez faire des choses aujourd'hui pour un résultat qu'on pourra évaluer dans 5, 10, 20, 30 ans. C'est un peu difficile à percevoir pour les agents qui se disent aussi, bah voilà, j'ai un loyer à payer aujourd'hui, j'ai des choses à gérer aujourd'hui, j'ai pas le temps de me concentrer sur ça. Mmh. Mais du coup, c'est la force, des petits pas, dans la Totalement. prévention et justement, comment vous faites pour montrer que même si le chemin est long, dans le quotidien, il peut déjà y avoir des choses qui peuvent être, mises en place pour atteindre ces objectifs et commencer à être dans cette logique de prévention par rapport à soi-même, par rapport aux autres? Bah, ça va être commencer par, tout ce qui est, bah, partir de ce qui est facile, donc tout ce pour lequel on pourrait avoir un résultat immédiat. Donc ça va être, typiquement de la cohérence cardiaque pour, accompagner des personnes à gérer, un stress aigu. Lorsque je fais enfin, sa cohérence cardiaque a été, prouvée scientifiquement lorsque tu fais une crise de panique, bah, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit aux gens qui font des crises de panique: «Inspire profondément par le nez, expire profondément par la bouche». Ça calme, c'est un effet assez immédiat. Donc partir de là, de choses qui sont assez palpables pour ensuite aller progressivement sur des outils, des exercices qu'ils pourront faire au quotidien. Pareil pour l'activité physique, partir sur le strict minimum. 30 minutes d'activité physique par jour. Ça peut être au niveau des pas, ça peut être au niveau de se lever au bureau pendant la journée, de prendre des escaliers, mais des petites choses qui sont déjà palpables. Et derrière, construire sur ça et aller progressivement sur ce qui pourrait être mis en place au long cours. Donc, c'est des habitudes. Mmh. C'est ça, faut un petit peu parler aux gens et rappeler que tout le monde est très égocentrique et on veut aussi, des objectifs très rapides. Moi, je le vois en tout cas en nutrition, notre but à nous, c'est de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, c'est de réduire les risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson et cetera. Mais si on donne des conseils sur ces risques de maladies et à faire et à ne pas faire en nutrition, les gens ne vont pas les appliquer. Alors que si on part de leurs objectifs à eux, de généralement ce qui leur parle un petit peu plus, prendre du poids, perdre du poids, gagner du muscle, avoir un petit peu plus d'énergie, et bah ça en fait, ils vont écouter beaucoup plus les conseils et ça va être un impact sur, le court terme chez eux. Mais en fait, c'est des conseils qui vont dans les risques, dans les diminutions des risques des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives et cetera. Donc oui, comme tu dis, Biwenion, en fait, le but, c'est d'avancer petit à petit et prendre des bonnes habitudes de vie en fonction de ce que les personnes ont besoin sur l'instant T, mais en fait, elles se rendent pas compte, mais sur le long terme, ça diminue beaucoup de risques de maladies. Mmh. Et j'ai envie même de renchérir sur, la question du temps aussi, parce que vous l'avez un petit peu abordé. Mais ce qui revient généralement beaucoup autour de la réponse des agents quand on leur demande, si ça les intéresse par exemple de commencer une petite activité sur justement la cohérence cardiaque ou l'activité physique ou un petit peu de travail sur l'alimentation. Ce qui ressort beaucoup, en tout cas ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est le manque de temps. On me répond souvent: «Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ça me consacre beaucoup de temps, j'ai pas le temps le soir, j'ai pas le temps le week-end». Donc finalement, c'est un peu ce qui s'est dit là, c'est proposer, échanger avec eux sur des petites choses, pas à pas, qui prennent pas finalement beaucoup de temps, mais qui leur permet de découvrir et après petit à petit de s'y installer, au fur et à mesure jusqu'à le faire quotidiennement et régulièrement. Oui, puis prendre le temps de prendre le temps finalement. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous prendre soin de soi, puisque c'est ce que vous apprenez à nos adhérents à faire et c'est d'ailleurs un de nos 3 axes, stratégiques, dans notre politique RSE chez Intérial. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Élodie, tu veux commencer? Je dirais que dans un premier temps, c'est s'accorder vraiment du temps pour soi. Prendre soin de soi, c'est finalement assez large comme concept.
Chacun va l'appréhender, par le prisme qu'il veut. Mais globalement, je dirais que c'est déjà la question du bien-être, que ce soit au niveau mental, physique. C'est important d'apprendre à se connaître, de se poser et de faire les choses qui nous font du bien, au quotidien. Donc après, ça peut être assez varié. Encore une fois, on n'est pas là pour imposer telle ou telle chose, telle ou telle activité. C'est, apporter de la connaissance, voire présenter que ça existe, leur dire: «Voilà, ça existe», après le faire, le tester, pas le faire par obligation, mais se faire plaisir aussi. Donc au niveau mental, faut pas l'oublier, on a besoin de ce temps de détente, de plaisir, de bien-être et tout ça combiné fait que finalement, on arrive à des moments voilà, de détente en palliant sur, des moments peut-être de doute. Bah, le coup, on va se poser la question, on va dire: «Qu'est-ce qui nous ferait du bien à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a besoin sur le moment, sur l'instant T?» Et on va y répondre, en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on a en besoin de faire. Là, encore une fois, je reprends les exemples cités tout à l'heure, hein. Ça peut être simplement, voilà, je me sens un petit peu stressée sur le moment. Qu'est-ce que je peux faire en parallèle pour, sur le moment, l'instant T, me calmer? Peut-être un petit peu de cohérence cardiaque. Si je me sens un petit peu fatiguée, peut-être une analyse un petit peu sur le sommeil. Comment je dors la nuit? Est-ce que j'ai des troubles du sommeil? Est-ce que j'ai des tracas quelconques au cours de la journée ou dans la nuit? Bon, je me pose. Je vais peut-être dormir un peu plus longtemps, un peu plus régulièrement. Tout ça, ça va répondre à des besoins individuels, mais qu'il faut finalement essayer de décortiquer et apprendre finalement, j'ai envie de dire, un peu à se connaître, à se poser, à s'analyser et après, réagir en conséquence. Je crois que tu as totalement raison sur le fait de devoir trouver un équilibre dans chaque chose, ne pas faire trop ou pas assez dans tout. L'activité physique, le sommeil, l'alimentation, les relations sociales. Il peut y avoir des côtés, où parfois on sort peut-être trop, on mange peut-être pas assez et cetera. C'est de trouver vraiment son équilibre dans chaque curseur et ça, c'est très important. J'avais écouté un podcast justement où, les personnes disaient que pour prendre soin de soi, il fallait se traiter comme si on traitait son propre enfant. Donc c'est-à-dire que généralement, un enfant, on a envie qu'il dorme bien, on a envie qu'il mange bien, on a envie qu'il fasse de l'activité physique, des activités aussi parascolaires pour voir un petit peu plus de monde et cetera et je pense que c'est important de faire ça, de parfois se pousser à faire les choses, mais à rester, à avoir quand même une routine et une base fixe dans la semaine, de bien dormir, de bien manger, de faire de l'activité physique, de voir aussi du monde et aussi, comme disait Elodie, de s'écouter beaucoup et de savoir ce qui nous fait du bien, à des moments où il faut un petit peu peut-être relâcher la pédale et parfois c'est difficile, ça prend du temps, mais il faut se pousser à faire cet exercice de météo un petit peu interne. Mmh. Et puis se fixer des objectifs, atteignables, smart, C'est vrai. pour pas s'écœurer de ce qu'on essaie de Mmh mettre en mh. place finalement. Donc pour moi, pour le coup, prendre soin de soi, ça va être, être intentionnel sur tout ce qu'on fait, c'est devenir acteur de sa santé. C'est pouvoir, prendre le contrôle sur les différents comportements qui pourraient, impacter sa santé. C'est s'informer sur les différents facteurs qui pourraient, impacter sa santé. Du coup, se dire: «Voilà tout ce qui existe. Voici ma vie. Voici les différents, facteurs qui influent sur ma santé. Qu'est-ce que je peux faire?» Et y aller étape par étape, aller, chantier par chantier, comme on dit en gestion de projet, passer sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur, apprendre à gérer son stress, bien dormir, vraiment revenir sur les bases. Et donc si vous avez rejoint, Prévention Plurielle, c'est que vous tenez à prendre soin des autres, enfin ça fait partie de vous, c'est ce que vous avez un peu dit au début. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous justement, prendre soin des autres? Pour moi, prendre soin des autres, c'est, les mettre dans des conditions, adaptées, des conditions qui favorisent leur épanouissement personnel et professionnel. Typiquement, pour revenir sur, le cadre d'intérieur de prévention plurielle, ça va être les conditions de travail, par exemple, la flexibilité par rapport au télétravail, c'est les locaux, c'est la convivialité entre les collaborateurs, les conditions nécessaires pour, l'épanouissement, humain. Oui, je pense que prendre soin des autres, c'est important et surtout en tant que métier, c'est quand même ultra important, dans le sens où notre but, c'est de donner du positif aux gens et je trouve ça chouette, d'avoir un métier qui a du sens
et on a l'impression à la fin de chaque semaine d'avoir contribué à améliorer la santé de quelques adhérents et même à chaque fois, c'est quelques adhérents plus quelques adhérents à chaque fois qu'on touche dans chaque structure et ça nous permet quand même à la fin de l'année de se dire: «Purée, on a quand même touché, plus de 200 structures, sur l'année, donc on a aidé, fois, 40 à 50 agents au total par structure». Ça fait beaucoup de monde et je pense que ça fait du bien quand même d'avoir un métier qui a du sens humain et aussi pouvoir, justement apporter ses propres compétences qu'on a pu acquérir de par nos études, nos formations et cetera, à destination de réelles personnes. Et même ce sentiment aussi enfin, en tout cas pour ma part, de fierté des fois que je ressens à l'issue, voilà, d'un atelier ou d'un échange avec un agent, puisqu'on voit qu'on a apporté quelque chose, qu'on lui a fait du bien. Des fois, simplement un échange de phrases, un petit conseil, un petit mot, sympa, on voit que ça fait du bien, que l'agent en a besoin et voilà, encore une fois, ce sentiment de fierté, de se dire: «Bon, on a servi à quelque chose, on a répondu à un besoin». C'est toujours enrichissant et toujours positif pour nous. On en ressort vraiment, grandi, je dirais. Ouais, c'est hyper gratifiant. Bioignon, en tant que manager, est-ce que, il y a des pratiques que tu recommandes pour prendre soin, toujours dans le prendre soin évidemment, mais prendre soin de son équipe cette fois? Je suis, manager depuis peu, donc je ne sais pas tout. Tu découvres sur le tard. Je découvre, mais ce que j'ai appris jusque-là et ce que j'ai appris de mes prédécesseurs, c'est de pouvoir être à l'écoute des besoins de ses équipes. C'est de pouvoir apprendre à identifier les signaux d'alerte, que ce soit de mal-être au travail, de risques psychosociaux, que ce soit dans le verbal ou le non-verbal. Parce qu'il y a effectivement un collaborateur pourrait te dire, voilà, ça va pas du tout, mais il y en a d'autres qui auront plus de mal à s'exprimer. Donc ça va peut-être se manifester sur le quotidien, ça va être peut-être, être en retard sur, rendre des livrables et cetera. Donc apprendre à identifier, ne pas avoir la tête dans le guidon et apprendre à identifier ces signaux d'alerte là très tôt pour pouvoir, agir. Le deuxième point pour moi, ce serait également, créer un lien, avoir, on va dire, des rituels en équipe pour pouvoir créer du lien parce que pour moi, pour produire, il faut avoir un rapport de confiance entre, manager et collaborateur et moi, qui suis un grand amoureux du sport, je vais faire ce parallèle avec le sport. On s'est rendu compte que les équipes qui avaient les meilleures performances, qui gagnaient le plus de titres, qui gagnaient le plus de championnats, c'était des équipes avec des joueurs qui, se voyaient en dehors du terrain de foot, qui allaient au-delà du métier qui les rassemblait et des personnes qui passaient des temps, informels ensemble, qui allaient boire un verre ensemble, qui allaient rigoler ensemble, qui faisaient des activités extra-scolaires, mais du coup extra-professionnelles, qui permettaient de créer un lien et ensemble, ces personnes-là ont, créé une dynamique, un rapport de confiance, de convivialité qui permet, de performer. Est-ce que vous pouvez nous raconter une semaine type, dans vos baskets? Alors, bah, du coup, dans le cadre purement du travail, chez PP, par exemple, si je commence par là, c'est beaucoup de demandes d'action. On recense, voilà, beaucoup, beaucoup de demandes, quelles qu'elles soient. Donc c'est un gros travail, à l'équipe, de recenser tout ça, de répondre à ces demandes-là au plus près en fonction des besoins. Donc c'est prendre contact avec les structures, répondre à leurs besoins, à leurs attentes individuellement. Donc c'est vraiment prendre le temps avec eux, organiser vraiment, la semaine finalement sur, chacune de ces structures-là, organiser, les plannings, les ateliers, prendre contact avec nos intervenants qui sont nombreux, multiples et avec qui d'ailleurs pour certains, on a développé, certaines relations assez proches. Donc c'est aussi un point fort, je pense, à PP, c'est cette collaboration qu'on a tous au sein de PP, au sein de l'équipe, mais aussi avec nos intervenants finalement extérieurs qui contribuent énormément, au travail que l'on peut faire nous en interne. Et après du coup, bah, la semaine file un petit peu, ainsi. Ce qui est aussi intéressant dans l'équipe, c'est finalement, tu l'as déjà dit, Bibouillon, tout à l'heure, mais c'est la collaboration, la complicité qu'on peut avoir aussi ensemble, qui se complète énormément. Donc quand, par exemple, on a un petit souci, dans le travail, bah, on peut demander de l'aide, il y a pas de souci, il y aura toujours quelqu'un pour nous soutenir. Donc ça, c'est un point, vraiment, très important et qui nous aide beaucoup dans le travail au quotidien.
Et après à titre plus personnel, au-delà du travail, dans une semaine, complète, je dirais, enrichissante, il faut se donner aussi le temps de se poser. Donc au-delà du travail, effectivement, il faut se donner un petit cadre personnel, de détente encore une fois. Donc là, pour ma part, je dirais, j'aime bien plutôt me poser, et j'aime beaucoup, tout ce qui est aussi lien social, donc prendre le contact, personnel, avec par exemple les amis, la famille dans le cadre hors travail, mais qui est important je pense pour l'équilibre un petit peu global, hem, de notre santé à tous d'ailleurs. Donc ça je pense que c'est vraiment un point clé, et important, à prendre en compte. Pour rebondir sur Elodie, tu as parlé des actions de prévention. On fait beaucoup aussi de choses chez PP au niveau du digital parce qu'on a un portail qui s'appelle Prévention Plurielle et du coup, on doit l'enrichir chaque semaine, chaque mois de nouveaux contenus pour qu'ils soient quand même assez vivants. Donc on va écrire des articles, on va réaliser des vidéos. Donc on est formé, on a une plateforme aussi pour monter nos vidéos. On a également des programmes de prévention santé. Donc ça va être des programmes sur des gros sujets comme le stress, l'alimentation, le sport. C'est des programmes qu'il faut refaire assez souvent parce que c'est vrai que tout ce qui est contenu digital, ça bouge d'année en année et ça s'améliore petit à petit. Voilà, ça nous prend aussi beaucoup de temps chez PP et c'est quelque chose qui change aussi des actions de prévention qui nous permettent d'innover et puis aussi d'avoir en fait un équilibre entre les actions de prévention et nos projets digitaux. Et hors travail, moi, je suis un petit peu plus axée sur, l'activité physique. À part quand je monte travailler à Blanche, je fais tous les jours du sport, que ça soit week-end, vacances, tout le temps du sport. Je suis beaucoup plus axée sur, musculation et course à pied. D'ailleurs, pour parler un petit point, un clin d'œil Impérial, c'est grâce à Impérial que je me suis mis à la course à pied. C'était à la Parisienne 2022 ou 2023, je sais plus et en fait, j'ai adoré ça. Je m'étais préparée pour le 7 kilomètres de la Parisienne. C'était super dur pour moi, vraiment un gros, gros défi et en fait, depuis chaque année, je refais la Parisienne et là, pour me pousser encore plus dans mes retranchements, je me suis inscrite aussi à un semi-marathon, au mois d'octobre, celui de Lyon. Donc je m'entraîne pour ça et ça me prend quand même pas mal de temps dans ma semaine. Je confirme effectivement pour t'avoir vue à la Parisienne, en octobre dernier C'est et vrai, donc j'avais fait 10 tu géré comme kilomètres. une chef. Du coup, moi, je vais dans le même sens que Célia. Donc, une semaine type, ça va être beaucoup de séances de sport. C'est assez important pour moi. C'est le matin, c'est le moment où je peux passer du temps avec moi-même, avec mon corps, m'entraîner, me sentir bien dans mon corps et ça donne ce boost-là pour commencer la journée. Donc, c'est assez important pour moi. Après, niveau pro, ça va être, depuis que je suis manager, beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges avec, différents partenaires, avec des commissaires, avec des directeurs de greffe, avec des infirmiers de santé au travail, avec des conseillers de prévention, afin de creuser le sujet sur leurs demandes, leurs besoins en matière de prévention et faire le lien aussi avec, ce qu'on propose, co-construire avec eux des actions de prévention pour répondre à ces problématiques-là de santé. Ça va être également, être à l'écoute du monde scientifique. Donc on fait quand même pas mal de veille parce que Célia dit qu'on produit beaucoup de contenu. Bah, du coup, ça va être des contenus basés sur des informations scientifiques. Donc beaucoup de revues de la littérature, de recherches bibliographiques, et cetera. Je pense que ce sera tout pour moi. C'est déjà une semaine assez longue. Il fut un temps où on faisait aussi beaucoup, beaucoup de déplacements pour les actions de prévention parce qu'on a différentes origines professionnelles, différentes spécialités. Donc, de par les ateliers qu'on propose, nous animons également des ateliers. Donc, nous sommes aussi amenés à nous déplacer sur le lieu de travail des agents pour animer des ateliers, faire des conférences, faire des consultations. Donc, il y a eu beaucoup moins pour moi aujourd'hui, mais les 2 dernières années, pas mal de déplacements dans toute la France. Ça m'a permis aussi d'améliorer ma géographie. Pour terminer, je précise qu'on fait ce podcast, enfin qu'on le diffuse dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. Vous auriez un dernier conseil chacun, rapide, pour avoir une qualité de vie au travail, idéale, un petit tips à donner comme ça? Pour moi, ça va être établir une frontière assez claire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, pouvoir se définir des horaires de travail bien spécifiques, apprendre à déconnecter. Donc, une fois que je suis parti du travail, mon ordi, il est fermé, je ne vais plus l'ouvrir, je suis dans ma vie personnelle. Créer ces mêmes rituels-là lorsqu'on est en télétravail parce qu'on a effectivement cette fâcheuse habitude d'avoir juste son ordinateur à côté, de travailler du canapé. Donc, il n'y a plus vraiment de barrière
mais de faire de même lorsqu'on est en télétravail. Moi, je sais pas si ça rentre dans la qualité de vie au travail, mais j'ai un super tips que j'ai découvert il y a 1 mois ou 2, que j'ai présenté d'ailleurs aux collègues. C'est surtout, on a quand même pas mal de télétravail et je trouve que c'est ultra compliqué de couper entre le matin, on se prépare, on boit son café, on prend son petit déj et ensuite on se pose au boulot et pareil le soir. Donc ce que je fais, c'est que je me suis acheté un tapis de marche et je marche 10-15 minutes entre le matin où je me prépare, je prends mon petit déj, je marche 10-15 minutes sur mon tapis de marche et ensuite je travaille et ça me rend beaucoup plus productive. Ça, c'est vraiment incroyable comme changement. Et pareil, le midi aussi, entre midi et deux, surtout si on est en télétravail, donc beaucoup plus sédentaire parce que du coup, on n'a pas bougé de la journée, c'est aller sortir dehors, se promener quand il fait beau, marcher un petit peu, même 15-20 minutes. Je trouve que ça nous rend beaucoup plus productifs et ça permet aussi de couper entre le travail et la vie privée, surtout quand on est en télétravail. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est assez effrayant quand on est en télétravail, on a vite fait de faire, 300 pas Mmh dans mh. sa journée et donc c'est un bon conseil de profiter des pauses comme ça pour s'aérer. C'est peut-être une redite, mais effectivement, la déconnexion, vraiment s'accorder ce temps de déconnexion. Et le midi, alors ça, c'est grâce à toi, Célia, que j'ai Je suis commencé à le contente. faire. Merci, Célia. J'ai commencé effectivement sur les temps du midi à faire des petites activités, alors plutôt en intérieur. Je ne sors pas le midi, mais en intérieur, par exemple, un petit peu de pilates ou des petites séances d'étirement pour faire une vraie pause le midi et reprendre un petit peu après l'après-midi un peu plus en forme et un peu plus alerte, que je l'avais été, avant la pause. Donc ça, c'est grâce à Célia puisqu'elle, elle le fait depuis un certain temps et j'ai pris, le pas de le faire aussi et Je suis puis je me suis ravie. lancée. Merci beaucoup, Elodie. Elle nous a tous contaminés, je le fais C'est aussi. ça, génial. Il faut se mettre en mouvement, c'est super important. Et puis on note que vous prenez soin les uns des autres parce que vous vous alimentez comme ça de conseils, donc vous incarnez vraiment Prévention Plurielle. Et ben, merci à tous les 3 pour être venus en force, représenter, le pôle, fonction publique de Prévention Plurielle. J'étais ravie de vous avoir aujourd'hui et à bientôt. C'était À un bientôt, plaisir. merci Merci Axeline, au beaucoup. revoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour vous faire découvrir de nouveaux projets et de nouveaux talents du groupe Impérial.